Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une ce soir, 2 manifestations pour un même événement, la célébration du 10e anniversaire du mouvement M23. À la place de la Nation, le camp présidentiel et des membres du M23 mobilisent sur place une guerre des pancartes entre responsables. Démonstration de force avec une forte mobilisation est notée au terrain des HLM Grand Yoff. Le mouvement M2D mobilise une foule immense en rouge en faveur pour la préservation de la démocratie. Les forces de défense et de sécurité veillent au grain. Nos 2 reporters Biram Ndiaye et Babacar Samb feront le point dans ce journal. Le Sénégal se rappelle des manifestations du M23 du 23 juin 2011 contre la dévolution monarchique et la 3e candidature d'Abdoulaye Wade. 10 ans plus tard, le FRAPP, la L2 debout, et Jonas Kanui regrette que les mêmes mots pour lesquels les Sénégalais étaient debout soient toujours là, à savoir des dérives autocratiques et antidémocratiques. En tout cas, en Côte d'Ivoire, la justice a tranché. L'ancien Premier ministre Guillaume Soro est condamné à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs de ses collaborateurs ont été également condamnés. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Hassan Tchoun assure la mise en onde de ce journal. Nous allons directement à la place de la Nation pour la célébration des 10 ans d'existence du M23. Biram Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Aïssatou Gueye-Ba. Alors sur place, est-ce qu'il y a une forte mobilisation et qui est à la place de la Nation pour marquer l'événement? Effectivement, comme vous venez de le dire, ici à la place de la Nation, le gouvernement a fortement mobilisé. Signalons qu'ils étaient parmi les acteurs en 2011. Donc, ce qu'il y a lieu à signaler ici, tous les responsables politiques de la mouvance présidentielle qui sont là, on essaie de faire une démonstration de force avec des pancartes. Donc, nous avons vu une forte mobilisation d'Abdou Karim Sall, d'Abdoulaye Diouf Sarr, de Maître El Hadji Diouf qui était parmi les principaux acteurs du 23 juin en 2011, celui qui était le link entre le peuple et l'Assemblée nationale. À l'époque, il était député à l'Assemblée nationale. Donc ici, à la place de la Nation, la mobilisation n'a pas fléchi. Et il faut signaler aussi qu'il y a une forte présence des autorités qui ont voulu marquer cette époque, mais des acteurs qui ont été présents en 2011 donc, sont là pour commémorer cette victoire du style pour la sauvegarde de la démocratie, pour combattre ce qu'on appelle la dévolution monarchique à l'époque du président Abdoulaye Wade et ce qu'on appelait aussi le quart bloquant. Ici à la place de la Nation, c'est une place mythique parce que là, c'est là où on a enregistré le meurtre de Mamadou Diop étant étudiant. Ici, il y a eu aussi des blessés. Donc, à l'image de, on a signalé aussi Ousmane Tanor Dieng, la place de feu Ahmad Dansokho, et tant d'autres, comme le président de l'Assemblée nationale à l'époque, il était Moustapha Niasse parmi les acteurs, et elle avait un gros caillou à la main pour donc dire que il faut qu'on respecte la démocratie, il faut que les textes réglementaires soient respectés. Donc, grosso modo, il y a une pléthore de personnalités et de militants qui sont là, donc ce qui laisse présager des perspectives de local en 2022. Donc, ce qu'on peut retenir au niveau de la mobilisation des responsables qui sont présents ici avec leurs militants et leurs pancartes. À signaler aussi que en 2011, il y a eu les jeunes de Colobane qui ont été arrêtés et souvent les gens omettent ça. Donc, il faut signaler aussi cette forte mobilisation de la jeunesse de Colobane à l'époque pour pouvoir dire non à ces manifestations tous azimuts qui bouleversaient la quiétude de leur quartier. Donc, à cette Gueye-Ba, il faut signaler aussi qu'il y a une forte mobilisation ici à la place de la Nation pour commémorer l'an 10 du mouvement de 23 juin 2011 qui était là pour dire non au président Abdoulaye Wade avec son fameux quart bloquant et sa dévolution monarchique. Aïssatou Gueye-Ba, c'est ici à la place de la Nation de vous a parlé Biram Ndiaye pour la radio sur FM. Merci beaucoup Biram Ndiaye, direction le terrain des HLM Grand Yoff où le M2D mobilise également en rouge, j'imagine. Babacar Samb, bonsoir.
Voilà, Aïssatou Keba, comme vous l'avez dit, dans cette mobilisation, une forte mobilisation notée ici au terrain HLM Grand Yoff, ici à Dakar. Pathé Khadjoufi, c'est le slogan de cet après-midi dans ce rassemblement du M2D pour dire non à une troisième candidature du président Macky Sall. Une forte mobilisation notée ici avec des pancartes qui rappellent au chef de l'État l'une de ses déclarations de 2011. Je cite Aïssatou Keba. Quand on commence à recourir à des milices, je dis qu'il y a danger pour notre démocratie. Déclaré le président Macky Sall en 2011 rappelle les manifestants. C'est le véritable peuple du M23 du 23 juin qui est ici présent, scande ces manifestants. Il faut retenir également que des discours sont tenus ici. Djibi Ndiaye, représentant de la famille Malick Ba, tué dans une manifestation, je vous le rappelle, à Sangalkam, manifestation réprimée par les forces de l'ordre, une manifestation pour dire non au découpage administratif. La famille qui espère que le peuple gagnera ce combat ou bien même au nom de ces martyrs actuellement sous terre. Hassan Cissé, une autre personne qui avait pris la parole ici, le porte-parole des travailleurs mis au chômage, à la jeunesse, il appelle à la jeunesse de se préparer, parce que le président Macky Sall n'a aucune ambition pour la jeunesse. Il faut maintenir le cap, maintenir la pression. Une mobilisation pour exposer également des doléances. 95 travailleurs de l'hydraulique qui réclament leur embauchement aujourd'hui. Une jeunesse qui réclame aussi l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales. Mame Diarra Fam, la parlementaire Mame Diarra Fam qui a aussi pris la parole, qui est aussi présente, dit-elle, elle est présente ici pour marquer son refus et dire non aux dérives du régime actuel. Il y a trop de dérives ici au Sénégal et c'est le régime actuel qui est responsable. Le peuple doit prendre son destin en main et se libérer de la dictature du régime actuel. Il s'agit de rassemblement à Aïssatou Keba pour dénoncer aussi le bradage foncier du littoral, d'embauche de la coalition. Le peuple, selon lui, si le président Macky Sall tente d'imposer sa candidature pour un troisième mandat, le peuple se mobilisera pour le déloger du palais de la République. Il faut noter à Aïssatou Keba que cette forte mobilisation est encadrée par les forces de l'ordre, un important dispositif des forces de l'ordre noté ici sur le terrain des HLM des Parcelles Assainies, des HLM de Dakar. Aïssatou Keba. Merci beaucoup, Babacar Samb. Donc une forte mobilisation au terrain des HLM Grand Yoff où le M2D mobilise, occasion saisie pour exposer des doléances. Mame Diarra Fam a également dénoncé les dérives du régime, une mobilisation pour également dénoncer les bradages du foncier. Trois organisations, à savoir le FRAPP, la LD, Debout et Yono Askan Wi, fustigent et regrettent que les mêmes mots pour lesquels le Sénégal était debout soient toujours là, à savoir les dérives autocratiques et antidémocratiques. Dans une déclaration commune, les trois mouvements exigent la réparation des dommages et préjudices causés à toutes les victimes du régime de Macky Sall et l'organisation d'enquêtes sérieuses pour des sanctions exemplaires contre les responsables des brutalités et agressions. La synthèse de la déclaration avec Abdoulaye Diop. FRAPP, LD Debout et Yono Askan Wi regrettent que la montagne du 23 juin 2011 ait accouché d'une souris, et ce 10 ans après que le peuple sénégalais s'était levé pour dire non aux dérives autocratiques et antidémocratiques du pouvoir d'alors. Aujourd'hui encore, selon ces trois organisations, le peuple est obligé de se lever car les mêmes causes, à savoir malgouvernance, mépris du peuple, arrogance des dirigeants de la mouvance présidentielle, usurpation du pouvoir appartenant au peuple sont toujours là. Le chômage persiste avec 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi chaque année, en plus des intimidations, menaces et agressions commises par les milices privées, au moment où, pour de sombres desseins, ils dégomment et nomment au sein de la police, de la gendarmerie et de l'armée, renforcent l'arsenal répressif ainsi que le recrutement des effectifs des forces dites de l'ordre.
ordre. N'est-ce pas ce qui avait fait bouger le peuple ce 23 juin 2011? Sainte-Rose, le FRAPP, LD Debout et Yewwi Askan Wi, autant de raisons qui poussent les militants des 10 mouvements à s'engager sur le chemin de la dignité et fustiger énergiquement ces pratiques antidémocratiques. Elles appellent l'opinion publique et les larges masses à redoubler d'efforts pour organiser, former et constituer un véritable camp de la citoyenneté populaire capable d'arracher le destin du pays des griffes meurtrières des forces de perpétuation du système néocolonial avec son cortège de profondes inégalités économiques et sociales, peut-on lire dans leur déclaration. Pour consolider ces acquis du 23 juin 2011, FRAPP, LD Debout et Yewwi Askan Wi exigent ici et maintenant la réparation des dommages et préjudices causés à toutes les victimes du régime de Macky Sall, ainsi que l'organisation d'enquêtes sérieuses pour des sanctions exemplaires contre les responsables des brutalités et agressions. Abdoulaye Diop, 10 ans après la naissance du M23, inspiré par des manifestations contre la dévolution monarchique et la troisième candidature d'Abdoulaye Wade, le mouvement du 23 juin s'est mué en un esprit et comme empreinte que tout le monde s'approprie. Le cofondateur de l'organisation, Alioune Tine, reconnaît cependant leur incapacité à garder les acquis de la lutte et à maintenir la pression. Selon lui, le moment est venu d'avoir les ressorts qu'il faut pour pouvoir rebondir et avoir une véritable capacité de résilience. Plusieurs défis sont à relever, estime Alioune Tine. Il est avec Babacar Samb. Le M23 n'existe pratiquement plus comme organisation, mais esprit et effectivement comme empreinte indélébile dans l'imaginaire politique des Sénégalais. Jamais le M23 n'a été aussi présent. Parce que rien que pour l'anniversaire des 10 ans, vous avez d'abord l'opposition avec le M2D qui va organiser également l'anniversaire des 10 ans du M23. Vous avez le M23 lui-même, ou ce qu'il en reste, qui va organiser aussi un anniversaire de 10 ans. Vous avez la COJER, ça veut dire la majorité présidentielle aussi, qui est en train d'organiser, si vous voulez, les 10 ans du M23. Vous avez également Revocap, et effectivement, avec le groupe de Abdourahmane Sow, le COS M23, qui va organiser aussi les 10 ans du M23. Donc, l'empreinte du M23 est là. Donc, les gens se l'arrachent, les gens se l'approprient et je pense que c'est une excellente chose. L'empreinte, elle est là aussi parce que le M23 a quand même inventé un concept qui marche, c'est-à-dire la révolution citoyenne. La révolution citoyenne, pour que ça marche, il faut être unis, il faut des alliances, une alliance entre la société civile et les organisations politiques et les organisations et puis également les sans-partis, ça veut dire les Sénégalais lambda. Et si pratiquement le M23 avait réuni autour de lui plus de 240 organisations et personnalités individuelles. Le M23 aussi, c'est un slogan « Touche pas à ma constitution ». Et effectivement, c'est le slogan autour duquel tout le monde s'est rassemblé pratiquement de façon assez spontanée, avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup d'engagement. Le M23 aussi, c'est le meeting énorme avec les artistes qui ont créé des chansons, Gorgui Dena, Soulenko, Mawahon, Wahet, Faut pas forcer, donc avec les gens de Yanamar. Donc c'était le Sénégal in vivo. Une journée historique qui avait recueilli l'adhésion populaire et spontanée contre toute dévolution monarchique. Momar Niang, le journaliste analyste politique, précise toutefois que les mouvements qui sont nés après le M23 n'arrivent pas à mobiliser car le peuple a le sentiment que les sacrifices de 2011 sont restés sans effet. Momar Niang est avec Rapsel Imanouane. Tous les mouvements qui ont été inspirés par le M23 et qui sont nés depuis n'ont pas eu le même cachet populaire. Parce que tout simplement, il y a un sentiment de découragement qui a fini par gagner quand même les populations. Parce que les populations étaient convaincues qu'une nouvelle ère allait s'ouvrir pour le Sénégal après le 23 juin. Ils ont longtemps attendu et ils n'ont pas trouvé vraiment ce déclic et ce tournant qu'ils attendaient. Tant et si bien que depuis lors, il a été très difficile de les mobiliser à nouveau dans le cadre d'un mouvement. Et il est évident que pour qu'on en arrive à une situation qui puisse permettre à une jonction aussi efficace entre partis politiques, société civile,
mouvement citoyen et population sénégalaise lambda, je crois qu'il sera très 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 difficile parce que les Sénégalais ont l'impression qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait en 2011 et qui n'a quasiment servi à grand-chose. Momar Diong qui sera donc notre invité tout à l'heure. En tout cas, une date phare et historique, c'est ce que les Saint-Louisiens retiennent de la date du 23 juin 2011. C'est en effet le jour où le peuple sénégalais, à travers un soulèvement populaire, a exprimé son strict désaccord quant à la décision du président d'alors Abdoulaye Wade qui voulait instruire le ticket de la vice-présidence. Selon ces Saint-Louisiens, le combat est toujours d'actualité car il y a énormément de choses à changer dans la gestion du pays. Les détails avec Yves Tendeng. Mamadou Keba Siré Diallo et Ibrahima Ndiaye, tous deux des Saint-Louisiens, se souviennent comme si c'était hier de la date du 23 juin 2011. La date du 23 juin est une date historique qui nous rappelle le combat qui a été mené par les citoyens et la population de façon générale, y compris les partis politiques de l'opposition. La date du 23 juin nous rappelle cette décision qui a été prise par le président Abdoulaye Wade concernant le quart bloquant et concernant également la nomination de vice-président, et que les Sénégalais s'étaient soulevés pour s'opposer de manière très farouche à la décision donc, que les députés voudraient prendre. Une date dont ils ne sont pas prêts d'oublier au vu de ce qui s'était passé ce jour-là. Mamadou Keba Siré Diallo. Parce qu'en réalité, le président à l'époque, Maître Abdoulaye Wade, voulait instruire le ticket de la vice-présidence. Alors le peuple en tout cas s'est levé pour dire non à ce quart bloquant comme on le dit, pour dire non en fait. Ça a marqué en tout cas un tournant décisif dans la marche de la démocratie sénégalaise. C'est pour cela que cette date du 23 juin est une date symbolique qui nous rappelle un combat démocratique, un combat patriotique pour les défenses des institutions de façon générale du Sénégal. Et Ibrahima Ndiaye de nous faire part de son dégoût. Les gens s'étaient soulevés pour dire plus jamais ça. Mais malheureusement, d'après ce qu'on a constaté, il y a toujours des dérives. Il y a toujours des problèmes dans ce pays. Les gens souffrent à cause de nos dirigeants. Alors, donc, si on remet ça aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, on voudrait définitivement régler ce problème de tripatouillage de notre constitution et de prise de certaines décisions. Donc il faudrait éviter. D'où la nécessité, selon eux, de poursuivre encore et encore le combat afin d'instaurer un changement définitif et durable. Pour permettre en tout cas à nos politiques qui sont là de se rappeler que seul le peuple est souverain et toute décision maintenant qu'ils auront à prendre, ils n'ont qu'à prendre en compte l'avis du peuple. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud FM. À l'université Iba Der Thiam, les cours se déroulent sauf à l'UFR Sciences et Technologies pour l'achèvement des travaux de leur université. Un impressionnant dispositif sécuritaire est en place à l'université depuis plusieurs jours. Babacar Ndao. Thiès sous haute surveillance policière, tous les axes qui mènent à l'université Iba Der Thiam sont quadrillés par des éléments du groupement mobile d'intervention. Même décor devant certaines institutions et bâtiments de l'administration. Un dispositif sécuritaire consécutif aux affrontements de la semaine dernière entre étudiants et forces de l'ordre. Des étudiants qui engagent un bras de fer pour l'achèvement de leur chantier entamé depuis 2016. À l'IUDT, nombreux sont les bacheliers de 2020 qui n'ont pas encore démarré normalement leur cours. À l'UFR Sciences et Technologies, le mot d'ordre de grève est reconduit. Une tension qui pourrait impacter la visite du chef de l'État annoncée pour mardi prochain à Thiès. D'ailleurs, pour des raisons de menace de troubles à l'ordre public, la visite de chantier du ministre de l'Enseignement supérieur annoncée ce mardi a été reportée à la dernière minute. Idem pour la visite du chef de l'État. D'après certaines sources, le président Macky Sall a reporté sa visite de 72 heures initialement annoncée pour le 29 prochain à Thiès. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Babacar Ndao, direction Ziguinchor, où des populations des Kalounaï sont très remontées contre les pourfendeurs de l'entreprise chinoise qui est en train de réaliser la boucle des Kalounaï. Elles mettent en garde les détracteurs des Chinois. Ces populations ont organisé une mobilisation pour ramer contre ceux qui réclament le départ des Chinois. Malamine Badi et leur porte-parole, nous l'écoutons avec Ben Michel Confouti. Depuis quelques jours, des personnes mal intentionnées font circuler de fausses informations, faisant état d'un refus des populations des Kalounaï du choix de l'entreprise chinoise pour la construction de la boucle des Kalounaï. Devant ce grand mensonge sur les réseaux sociaux, nous,
populations des Kalounaï dénonçons avec la plus grande énergie ces fausses informations. Ainsi, les maires des communes de Wonk, Balang, Niamon et Tangori, les chefs de village, les imams, les présidents des GPF et les présidents des OCB et des ASC disons non à cette manipulation. Nous réitérons notre ferme détermination et notre engagement à soutenir et accompagner l'État du Sénégal dans la réalisation de notre plus grand rêve qui est la construction de la boucle des Kalounaï. Nous mettons en garde des personnes qui parlent au nom des Kalounaï alors qu'elles ne sont pas des Kalounaï. Nous leur disons que les voies les plus autorisées sont en train de le faire. Les Kalounaï n'ont rien à voir avec le choix des entreprises soumissionnaires ni des appels d'offres. Les populations des Kalounaï soutiennent les autorités et sont décidées à accompagner l'État du Sénégal pour la réalisation de la boucle des Kalounaï dans les délais requis du contrat des travaux. Nous, population des Kalounaï, apprécions à sa juste valeur le travail de l'entreprise et nous profitons de cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, les autorités administratives et politiques et qui ne ménagent aucun effort pour la construction de la boucle des Kalounaï. 18h21 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Faisons à présent le point sur la situation épidémiologique au Sénégal concernant le Covid-19. La courbe de la pandémie repart à la hausse ce mercredi. 118 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures sur 1845 tests. Le taux de positivité atteint 6,40%. 63 cas graves sont issus de la transmission communautaire, dont 59 dans la région de Dakar, Matambour, Saint-Louis et Ziguinchor. Enregistrent chacune un cas, aucun décès recensé, mais 408 patients sont sous traitement, dont 7 cas graves en réanimation. Alors que la vaccination peine à atteindre les 5000 personnes, 498 092 personnes ont été vaccinées au total depuis le début de la campagne de vaccination. Forum national sur l'alimentation. Les acteurs ont initié ce matin un panel intitulé « On passe à l'action pour une alimentation diversifiée, saine et nutritive ». Entre autres points soulevés comme des préoccupations lors des discussions, la multisectorialité, ou plutôt la multisectionnalité, le financement de la recherche et l'appropriation de l'agriculture bio qui constituent les leviers sur lesquels il faut agir. Professeur Abdou Salam Fall, coordonnateur du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales, répond à Marie-Rosalie Ndiaye. En gros, le panel de ce matin a beaucoup insisté sur les leviers sur lesquels il faut agir pour qu'on ait le dépassement attendu. Et parmi ces leviers figure la multisectorialité, disons l'intersectorialité. On se rend compte que les différents secteurs d'activité sont déchiquetés, sont un peu en silo, ne communiquent pas suffisamment. Or, les synergies qui sont attendues passent par une culture multisectorielle, une culture de l'intersectorialité. Et c'est donc un élément très important pour nous permettre d'arriver au résultat. On a aussi insisté sur la priorisation des financements dédiés à la recherche, orientés vers les systèmes de production, vers les modes de consommation, mais aussi vers l'optimisation des intrants et des technologies de qualité et des technologies adaptées aussi aux écosystèmes. Et ça, c'est un élément très important. Et il s'agit enfin d'insister sur la production bio, la production biologique pour arriver à une consommation saine et durable et se tourner de façon irréversible vers ce que nous produisons nous-mêmes, le potentiel que nous avons en ressources forestières non ligneuses ou alors en ressources arboricoles ou ressources horticoles. Et c'est très important qu'on insiste dessus. Sud International. Direction la Côte d'Ivoire, où je vous le disais en titre, Guillaume Soro a été condamné ce 23 juin à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs de ses collaborateurs ont été aussi condamnés. Un verdict que rejette l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. La correspondance de Justin Salé. Tout s'écroule pour Guillaume Soro et certains de ses plus proches collaborateurs. La justice ivoirienne a condamné ce mercredi l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État.
Quant à Foussiata Bambalamine, Soul Toussoul et Touré Moussa, ils écopent de 20 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'État. Alain Lobognon, Sekongou, Simon Soro et Rigobert Soro sont eux condamnés à 17 mois de prison pour trouble à l'ordre public. La justice ivoirienne va plus loin en ordonnant la dissolution des Générations Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Soro. Un verdict que rejette l'ex-premier ministre ivoirien dans une déclaration. Pour lui, ce procès démontre une fois encore la compromission de l'appareil judiciaire et sa soumission volontaire au dictat de l'exécutif. Avant d'ajouter que ces verdicts viennent renforcer sa conviction de se battre contre la captation de l'État ivoirien et la mise sous tutelle de toutes ces institutions. Pour ce combat, dit-il, je ne renoncerai pas. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Merci beaucoup, Justin Assalé. Direction le Mali, où les 5 chrétiens enlevés lundi matin ont été libérés ce mercredi après-midi. On était jusqu'ici sans nouvelles du curé de Ségué et des 4 fidèles qui avaient pris la route avec lui en direction de Sane, région de Ségou, pour assister à des obsèques. Ils n'étaient jamais arrivés à destination. Leur enlèvement n'avait pas été revendiqué, mais leurs ravisseurs les ont donc finalement déposés cet après-midi au village de Paro, entre Bankas et Bandiangara, dans la région de Mopti. Une information confirmée à RFI qui précise que les 5 hommes sont en bonne santé. Euro 2021, 3e journée du groupe F. Le Portugal, tenant du titre, joue son destin contre la France ce soir. Un match décisif pour les Portugais à la recherche d'une qualification pour les 8e de finale. Selon certains passionnés de foot, la France est largement favorite. Odile Miklan. La France, première du groupe F avec 4 points, est déjà qualifiée pour les 8e de finale. Mais les Bleus ne vont pas se laisser faire face aux champions en titre. France-Portugal, un match décisif et compliqué selon ses férus. Ça sera un très grand match. Ça ne sera pas facile. Portugal va éviter la défaite, sinon ils ne vont pas aller. Mais les Français aussi ne vont pas laisser se faire parce que ça sera la revanche. Le match de ce soir est décisif pour le Portugal qui ne nous a pas vraiment très bien montré un foot comme on l'attend de la grande équipe du Portugal. Mais on croise les mains, Cristiano est quand même là. Il pourrait réaliser un coup de chapeau. Tu sais qu'un match n'est jamais joué d'avance. C'est 11 contre 11 sur le terrain, donc je donne simplement mon pronostic. Mais je crois que ce sera un match très alléchant. La France déjà qualifiée va jouer à fond. La France est largement favorite face au Portugal, disent-ils. Au finish, les Français vont gagner. Le Portugal a une très grande équipe, mais aussi les Français, je crois qu'ils sont meilleurs que les Portugais. Pour moi, la France a tout intérêt de gagner parce que face à l'Allemagne, ils ont prouvé qu'ils étaient une bonne nation. Et par contre, le Portugal, à niveau défensif, ça ne suit pas. Le gardien, ils n'ont pas un milieu assez constructif. Donc pour moi, c'est la France qui va gagner ce soir et de la plus belle des manières. La France qualifiée, le Portugal et l'Allemagne totalisent le même nombre de points. Donc, il y aura forcément un meilleur 3e, affirment ces passionnés de foot. Il ne faudrait pas oublier que l'Allemagne joue contre l'Hongrie, qui est pour moi le plus faible du groupe. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont gagner les 3 points. Je sais que les 3 vont sortir, parce qu'il y aura un meilleur 3e. Donc la France est déjà qualifiée. Oui, ce sont les 3 qui vont sortir, sûrement. La Hongrie va perdre. La France, meilleure sur le papier, mais attention au Portugal, champion d'Europe en titre, qui va tout donner pour la qualification. Merci beaucoup, Odile Minkilan, présidence de la Fédération sénégalaise de football prétendant au fauteuil. Madi Touré dépose sa candidature demain au siège de la Fédération sénégalaise de football. Madi Touré, président de Génération Foot, est le seul candidat déclaré lors de l'Assemblée générale ordonnée. 13 ligues régionales avaient donné mandat à Maître Augustin pour mener le consensus. L'Assemblée élective est prévue le 7 août prochain. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Momar Diong, journaliste, analyste politique. Il répond à Rapsé Limanouane. Momar Diong, bonjour. Vous êtes journaliste et analyste politique. Ce mercredi 23 juin 2021, le mouvement qui porte le même nom va souffler sur sa 10e bougie. Que retenir des actes posés par ce mouvement qui avait drainé bien des foules en 2011? La particularité du 23 juin, c'est que pour la première fois, les Sénégalais s'étaient mobilisés massivement
et de manière pacifique pour prendre d'assaut l'Assemblée nationale et contraindre les députés à surseoir au vote d'un projet de loi controversé. Mais plusieurs facteurs avaient contribué à la réussite de la manifestation. Le premier facteur, c'est que ce projet de loi controversé était en réalité la goutte de trop qui fera déborder le vase. Parce qu'avant ce projet de loi, Abdoulaye Wade et son gouvernement avaient modifié à 16 reprises la Constitution. Ils ont procédé à des réformes constitutionnelles. Et finalement, ce projet de loi était celui de trop. La deuxième chose, c'est que les Sénégalais avaient le sentiment que ce projet de loi allait être la consécration du projet de dévolution monarchique qui avait été prêté par Wade et donc qui remettait en cause le caractère républicain de l'État sénégalais. Il y a aussi un troisième facteur, c'est que le troisième mandat, la polémique qu'il y a eu autour, était également un facteur de mobilisation qui avait permis donc la réussite du 23 juin. Il y a qu'aussi Wade avait réussi à faire l'unanimité contre son gouvernement et contre sa personne. Surtout quand il s'est aliéné des modèles de réussite sociale, genre Youssou N'Dour, genre Bara Tall, et il a permis ainsi la jonction des partis politiques, des mouvements citoyens et de la société civile. Tant et si bien que la mobilisation a été un énorme succès le 23 juin. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut reconnaître et mettre à l'actif de Wade. C'est que Wade avait eu, à l'endroit du 23 juin, une posture démocratique. Parce qu'il avait permis à la manifestation de se tenir. Comparativement à ce qui s'est passé, par exemple, sous Macky Sall, avec le vote de la loi sur le parrainage, on se rend compte que l'Assemblée a été quadrillée très tôt sous Macky Sall et aucune possibilité n'a été offerte à ceux qui voulaient manifester de le faire. Wade, quand même, a eu la hauteur et la grandeur d'esprit à l'époque d'avoir permis à ceux qui étaient pour le projet de loi de le manifester pacifiquement, mais à ceux qui étaient contre également de pouvoir manifester tranquillement à l'Assemblée. Donc, c'est tous ces facteurs réunis qui ont permis la réussite de la mobilisation le 23 juin 2011. Depuis lors, le M23 a fait des émules et d'autres mouvements ont vu le jour. Et la liste continue de s'allonger. Selon vous, est-ce que ces mouvements sont préoccupés par les doléances du peuple ou font-ils juste dans le mimétisme? Il faut noter que tous les mouvements qui ont été inspirés par le M23 et qui sont nés depuis n'ont pas eu le même cachet populaire. Parce que tout simplement, il y a un sentiment de découragement qui a fini par gagner quand même les populations. Parce que les populations étaient convaincues qu'une nouvelle ère allait s'ouvrir pour le Sénégal après le 23 juin. Ils ont longtemps attendu et ils n'ont pas trouvé vraiment ce déclic et ce tournant qu'ils attendaient. Tant et si bien que depuis lors, il a été très difficile de les mobiliser à nouveau dans le cadre d'un mouvement. Et il est évident que pour qu'on en arrive à une situation qui puisse permettre à une jonction aussi efficace entre partis politiques, société civile, mouvements citoyens et population sénégalaise lambda, je crois qu'il sera très 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 difficile parce que les Sénégalais ont l'impression qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait en 2011 et qui n'a quasiment servi à grand-chose. Sud FM vous remercie, Momar Diong. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Créer des opportunités pour permettre à la jeunesse d'avoir sa place dans l'économie sénégalaise et d'avoir les compétences entrepreneuriales à travers l'agriculture et des projets de vie, c'est l'objectif du programme 4H Développement. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'USAID ont procédé à la mise en place du comité de pilotage 4H Sénégal. Les détails, c'est avec le directeur de l'USAID Sénégal, Peter Trencher. Il est avec Denisia Sambou. L'USAID célébrer le 60e anniversaire de cette année, de notre collaboration, notre partenariat,
notre amitié avec le peuple sénégalais. Donc, il y a 60 ans qu'on a commencé notre collaboration ici au Sénégal. Et depuis ces années, on parlait toujours de jeunesse. Parce que la jeunesse, bien sûr, c'est l'avenir de ce pays. C'est la jeunesse dans l'époque qui a créé tout ce qu'on voit. Et c'est la jeunesse aujourd'hui qui va faire de grandes choses pour le Sénégal et pour le monde entier dans l'avenir. Et vous êtes en train déjà de faire tout ça, oui. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter et créer encore le partenariat, pour mettre sur place toutes les opportunités pour la jeunesse de prendre leur place dans l'économie sénégalaise, pour apprendre les compétences professionnelles et même les compétences de vie et les compétences entrepreneuriales. Mais comment on va faire ça? Donc, quand vous avez des jeunesses qui sont partout dans le pays, pas seulement ici dans les zones urbaines, oui, il faut créer la liaison entre la communauté, entre l'université, entre le professionnel. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui avec le lancement du comité de pilotage de club 4H. C'est un ancien club aux États-Unis qui date de 100 ans et qui est ici maintenant au Sénégal. Et ce club, c'est pour donner à la jeunesse une entrée professionnelle, l'université, les techniciens, les chercheurs, les intellectuels, d'avoir une entrée à la jeunesse aussi. Donc, pour avoir un dialogue entre eux et une opportunité pour la jeunesse d'apprendre comment on peut faire le maximum pour faire avantage des opportunités économiques qui existent ici. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. 18h36, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Deux manifestations pour un même événement, la célébration du 10e anniversaire du M23 à la place de la Nation. Le camp présidentiel et des membres du M23 mobilisent sur place une guerre des pancartes entre responsables, démonstration de force et une forte mobilisation est notée. Au terrain des HLM Grand Yoff, le mouvement M2D mobilise une foule immense en rouge en faveur pour la préservation de la démocratie. D'ailleurs, une occasion saisie par les manifestants d'exposer leurs doléances, dénoncer les dérives du régime, bradage du foncier, entre autres doléances. Vous avez suivi les éclairages de nos deux reporters, Biram Ndiaye et Babacar Somb, dans ce journal. Et puis, le Sénégal se rappelle des manifestations du 23 juin 2011 contre la dévolution monarchique et la troisième candidature d'Abdoulaye Wade. 10 ans plus tard, le FRAPP, la LD debout et Yono Askanui regrettent que les mêmes mots pour lesquels les Sénégalais étaient debout soient toujours là, à savoir des dérives autocratiques et antidémocratiques, en tout cas en Côte d'Ivoire. La justice a tranché. L'ancien Premier ministre Guillaume Soro est condamné à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs de ses collaborateurs ont été également condamnés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Choun qui en a assuré la mise en onde. À 19h, retrouvez l'émission Warwi. Et à 21h, Rapsa Manouane sera avec vous pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en Wolof, bien entendu. Bonne suite de nos programmes.